Kagame sait que quand il y a des négociations aujourd'hui, on lui demande de retirer les troupes rwandaises sur notre territoire, c'est sa mort. Quand le président Tshisekedi a haussé le temps, vous avez vu, quand il a dit qu'il va attaquer Kagame, vous avez vu la patronne du service de renseignement américain est venue le rencontrer en Djili pour lui dire qu'il ne faut pas attaquer. Qu'est-ce qu'on entend par un État fort? À mon avis, un État fort est un État producteur. Ça veut dire un État économiquement fort. Est-ce à l'heure actuelle, la RDC peut engager une guerre réelle et vraie contre le Rwanda? Je ne parle pas d'une guerre contre le M23 qui n'est qu'un supplétif du Rwanda. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM, C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là pour vous servir. 10e rue Télévision, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Hier, vous avez suivi l'émission avec Christopher Ngoy. Il y avait également professeur Jean-Félix Senga de la Mouka. Il y avait l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne, et Luidor Balekilai. Vous étiez très nombreux à me dire, Delphin, il faut faire les 2e numéros avec d'autres têtes bien faites de la République. Sur ces plateaux, je suis déjà avec Monsieur Norbert Yamba. Il est panafricaniste, c'est un repère pour plusieurs Africains. Il est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci bien pour l'invitation. Merci pour mon ami Freddy Moulumba et Manix. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence du doyen Freddy Moulumba. Il est initiateur du non à la balkanisation. C'est l'on sait que les gens retiennent de lui parce que c'est lui qui a initié cela. Il a fait la campagne pour non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Monsieur Freddy Moulumba, ancien DG adjoint de la chaîne nationale Aïe, voilà, intérimaire de la RTNC. Soyez le bienvenu. merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons Monsieur Maître Manix Ienda. Il est président du mouvement volontaire de la République. Il est ici avec nous. Initiateur du slogan Fatih Azanan lors de la campagne. Alors, Monsieur Manix, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Bonne année à vous et à toute l'équipe. C'est un grand privilège de partager ces réceptacles et des idées avec mes doyens, que je considère pratiquement comme les références du savoir, surtout pour nous, la jeunesse qui aspirons faire la politique avec valeur, avec principe et avec passion pour le Congo. C'est un grand privilège. Merci. La thématique d'aujourd'hui, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est l'approche pour une paix durable? Est-ce l'approche économique, l'approche diplomatique, l'approche spirituelle ou l'approche du patriotisme ou l'approche patriotique? Parlons-en sur ces plateaux avec les têtes bien faites de la République. J'ouvre la question avec l'homme qui a beaucoup écrit, M. Freddy
Moulumba, non à la balkanisation. La première question, est-ce la RDC est un pays qui risque d'être réellement balkanisé ou c'est des slogans vides? Oui, je pense que la première question qu'il faut peut-être poser aux Congolais, pourquoi cette guerre? Ok. La guerre a été initiée par les clans Bill Clinton avec les hommes d'affaires Dag Sansas. Cette guerre avait un objectif, c'est faire imploser le Congo, le balkaniser. Ça, il y a des documents clairs, sans ambiguïté. Il y a au moins une dame qui s'appelle Marina Ottaway, qui a travaillé avec Bill Clinton en 1999. Marina est passée au Sénat américain au mois de juin. Elle a fait une déclaration. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était une année après le début de la guerre de 2 août, donc 2 août 1998, RCD de Roubero. Marina a dit ceci: il faut laisser les Africains se battre jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Il faut aussi proposer une implosion ou bien balkanisation comme solution finale pour la stabilité de la région. C'est ça en 1999. Il y a encore une autre personne, c'est un ancien de service de renseignement britannique, John Le Carré. John Le Carré a publié un ouvrage en 2006, un roman intitulé Les champs de la mission. C'était sur le Congo. Il a dit très clairement que l'objectif, c'est faire fatiguer les Congolais, permettre à ce que les Rwandais deviennent incontournables sur le plan économique dans les provinces du Kivu. On appelle ça Congo oriental. Ils vont faire par tous les moyens pour annexer doucement le Kivu au Rwanda. Et pour cela, ils ont besoin de la CIA. Donc, ces gens ont un projet de faire imploser notre pays. Et quand on va négocier, il faut avoir ces éléments en tête. Les drames, chez nous, ceux qui négocient ne comprennent rien du tout. Ça signifie quoi? Toutes les équipes qui partent, généralement, ils n'ont pas, si je peux appeler les backgrounds. Il faut avoir des équipes, des gens qui ont connu, qui connaissent un peu, ou bien qui ont étudié la question de la guerre de l'Est depuis l'arrivée de la FDL. Donc, il y a quand même une certaine mémoire. Mais généralement, on amène des gens qui n'ont pas ces backgrounds, ce qui fait que Kagame et ses amis nous roulent dans la farine. Alors. Et pour preuve, la dernière rencontre entre les présidents qui n'a pas marché. Et Paul Kagame au Luanda? Non, à Luanda, ça a été Luanda en Angola. Oui. Kagame n'est pas venu. Est-ce que c'était une humiliation pour notre pays? Non, ce n'était pas une humiliation. Je peux vous rassurer ici que Biden, quand il a rencontré le président, il lui a demandé de se rencontrer avec Kagame parce que les Américains pensaient que avant que Trump entre à la Maison-Blanche, il faut régler la question congolaise. Le président s'est déplacé. Kagame sait que quand il y a des négociations aujourd'hui, on lui demande de retirer les troupes rwandaises sur notre territoire, c'est sa mort. Pourquoi? Il n'aura pas de l'argent. Le Rwanda, c'est un petit pays pauvre. Ils vivent grâce au piège du Congo. Et deuxième chose, quand les militaires retournent, généralement, ils font des coups d'État. Donc, quelles que soient les négociations qu'on peut faire avec Kagame, ça ne va pas aboutir. Merci. Alors, M. Manix Yinda, je précise que vous êtes président du mouvement des volontaires de la République. M. Manix Yinda, la première question que je pose à M. Freddy Moulumba, je la repose. Est-ce la RDC est victime de ses richesses? C'est ce qui pousse à la communauté internationale et des pays qui nous envient à chercher la balkanisation de la RDC. Est-ce ça le vrai motif?
Bon, je dirais oui, mais en même temps, il faudrait que la position de la RDC soit assurée, parce que la RDC est un État souverain, la RDC est un État constitué de tous les éléments qui attestent l'effectivité même de l'existence d'un État. La RDC possède tous les attributs nécessaires pour user de tout le moyen à pouvoir protéger l'intégrité territoriale, à protéger les citoyens ainsi que leurs biens et à assurer la sûreté de l'État au travers tous les organes de l'État qui existent. Puisqu'on parle de la guerre, vous savez, il y a un dicton qui dit « Celui qui veut la paix n'a qu'à préparer la guerre ». Le doyen, tout à l'heure, vient de détailler les causes ou les raisons qui ont été à la base de cette guerre. Et donc, aujourd'hui, la guerre devient un fait. Ça devient une évidence, ça devient une réalité vécue avec ses conséquences multiples. Parce qu'on parle de pillage de nos ressources naturelles, on parle de viol fait à la femme, on parle de l'occupation illégale du territoire congolais et j'en passe. Puisque la guerre est un fait, et donc la paix devient un impératif. La paix pour l'État devient une obligation. Parce que la paix a toujours été une assurance vie pour une nation. La paix a toujours été perçue comme un gage de tout progrès socio-économique dans un État. Et donc la posture de la RDC aujourd'hui ne doit pas être une posture d'un État victime, mais pourtant un État engagé à pouvoir apporter des solutions pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité. J'ai suivi les prologues de votre intervention lorsque vous avez présenté la thématique de ces débats. Vous avez touché pratiquement toutes les dimensions de la guerre dans le contexte congolais, le contexte de l'agression rwandaise contre le Congo. Effectivement, aujourd'hui, pour faire la guerre et obtenir la paix, il faut ouvrir impérativement tout le front. Le front militaire, le front judiciaire, le front diplomatique, le front médiatique, mais aussi la dimension d'intégration communautaire, c'est-à-dire faire participer la population congolaise dans cette guerre. Parce que quand on parle de la paix, le premier bénéficiaire de la paix, c'est d'abord le peuple. Maintenant, il faudrait analyser la posture de l'État congolais par rapport à tous les fronts engagés. D'abord, sur le plan militaire, la question serait celle de savoir, est-ce à l'heure actuelle, la RDC peut engager une guerre réelle et vraie contre le Rwanda? Je ne parle pas d'une guerre contre le M23 qui n'est qu'un supplétif du Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait reconnaître que faire la guerre ne serait pas un tabou pour la RDC. Faire la guerre ne serait pas non plus un crime pour un État qui est autant agressé et un État qui reste dans l'histoire l'État qui subit les génocides le plus barbares de la planète. Nous avons dans nos placards plus de 16 millions de morts et donc la RDC est tenue effectivement de se maintenir dans une position d'offensive pour arrêter la guerre. Je dirais, il faudrait assumer notre position sur le plan armé, ce qui implique des obligations de la restructuration de notre armée, ce qui implique des obligations et des politiques d'accompagnement sur le plan budgétaire, parce que l'armée a besoin des moyens financiers pour doter à l'armée un dispositif matériel important, afin que l'armée congolaise soit à même de vaincre l'ennemi. Mais il faudrait aussi former les éléments de l'armée congolaise. Vous savez, du point de vue effectif de l'armée congolaise, nous avons quand même un avantage d'avoir un effectif largement supérieur par rapport à l'armée rwandaise, parce que la RDC a un effectif de plus de 150 000 militaires. À peine le Rwanda n'a que 43 000, si je ne me trompe pas. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait à cette armée qui a déjà un avantage du point de vue de l'effectif,
doter à cette armée une expertise militaire adéquate. Merci. On a besoin de commandos de guerre, on a besoin des parachutistes formés, on a besoin des experts en matière de diplomatie, de sécurité et défense, on a besoin de toutes les intelligences nécessaires pour que l'armée soit à même d'arrêter cette hémorragie. Je reviendrai pour présenter les tableaux par rapport au front judiciaire, le front médiatique, mais aussi le front d'intégration de la communauté congolaise. Merci, M. Manix. Autant pour le front diplomatique. Merci, M. Manix Yenda, président du mouvement Les Volontaires de la République. Face à toutes ces questions très questionnantes, nous avons quand même un doyen, un panafricaniste, un vrai produit de l'UDPAS. Il est ici, M. Norbert Yamba, il est du pouvoir. M. Norbert, nous voulons une paix durable. Mais ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas la paix. Est-ce c'est un problème d'approche où nous avons des dirigeants qui ne savent pas quoi faire pour défendre sa population, son peuple? Merci. Je voudrais remercier encore une fois mes co-débatteurs. J'ai des petits soucis au sein de la grippe, etc. Mais bon, je me suis forcé de venir ici. Il faut éviter un raisonnement radical. Un raisonnement? Un raisonnement radical. Ok. Quelque chose peut être bonne, mais elle ne peut pas manquer non plus des imperfections. Donc il faut vraiment être modéré lorsqu'on peut tirer une conclusion qui n'est pas concluante. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais partager avec vous que cette question date et ça a duré plus de 3 décennies. Lorsqu'il y a une question qui a perduré et qui reste d'actualité, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé de solutions correspondantes. Il faut encore réfléchir pour sortir des émotions toxiques. Troisième chose, je crois qu'il faut éviter des solutions simples à des problèmes complexes. La complexité de la guerre de l'Est pose la problématique de l'implication de plusieurs acteurs. J'ai entendu mon ami Freddy, qui est très très avancé par rapport à cette question, parler d'un certain complot international pour lequel j'ai toujours partagé cet avis. Mais je pense qu'on doit aller au-delà. Il y a une sorte de convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts de ceux qui se réclament aujourd'hui partie prenante par rapport à la guerre. Vous avez toutes ces multinationales qui ont besoin des ressources minières, qui veulent être en compétition sur le paysage politique économique international, surtout à l'ère de la transition énergétique. Vous avez des courtiers de la sous-région qui sont essentiellement des sous-traitants. Quelqu'un l'a dit, Kagame bénéficie 1 milliard de dollars l'an. Il dit que les choses transitent par chez lui, mais ce n'est pas lui l'auteur. Et dans les transactions, il bénéficie d'1 milliard de dollars. Et je renforce en disant que le budget du Rwanda bénéficie de 60% des revenus qui sortent du Congo. C'est comme ça qu'il est tout petit peu en colère avec la situation qui arrive, avec des privations, compagnie, etc. Il y a aussi des acteurs internes. Des acteurs internes sont des politiques, sont des acteurs sociaux, etc., qui ont pris goût dans le partage du butin et qui visiblement entrent dans la danse. Et donc, vous avez là un package des différents acteurs qui participent à une guerre. Et chacun joue sa C'est ça que Manix dit. Tous ces constats-là, ça fait 30 ans, nous connaissons que ça s'est fait comme ça. Mais il ne faut pas anticiper. Il ne faut pas aller plus loin, trouver la solution, au lieu que nous puissions avoir une position des gens qui pleurnichent. Donc il faut anticiper. J'ai beaucoup aimé l'argumentaire de Manix lorsqu'il compartimente, n'est-ce pas, le problème à plusieurs secteurs. Il va conclure pour dire, écoutez, il ne faut pas pleurnicher, vous le renforcer davantage. Certainement qu'il n'y a pas de jérémiade.
Il faut éviter des pleurs, il faut éviter des plaintes, il faut éviter des frustrations. On a la responsabilité, au regard de la configuration environnementale, de prendre des décisions qui permettent d'avoir une répercussion positive par rapport à la dynamique. Et ça, c'est important. Mais je vous dis que n'oubliez pas la dimension complexité. On fait quoi? Oui, il faut la guerre. On fait la guerre avec qui? Avec le Rwanda et les multinationales. Ils font quoi? Elles font quoi? Et tous ces gens qui sont à l'interne ici. Et parce qu'on n'a pas fait l'histoire. On n'a pas fait l'histoire. Beaucoup de politiciens ont adhéré à des rébellions qui viennent de manière récurrente, etc. À l'arrivée de l'AFDL, avec tout ce qu'il y a eu comme traitement, compagnie, etc. Mandela disait qu'il faut faire attention de rendre les gens désespérés par des injustices, par des frustrations. Parce qu'ils risquent d'utiliser les moyens de désespoir. Et aujourd'hui, on voit effectivement avec des Congolais qui entrent en ligne de compte, qui se battent dans le sens de trouver gain de cause. On a enlevé pratiquement le patriotisme et tout le monde est derrière cette histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous le savez, aujourd'hui, il existe une diplomatie sectorielle qu'on appelle la diplomatie soft power. Soft power suppose que on doit se battre mordicus pour utiliser toutes les voies de manière à se convaincre et convaincre les autres. C'est très important. Et convaincre les autres suppose qu'on ait une armée organisée, une armée professionnelle, une armée qui a une intelligence institutionnelle, une armée qui est équipée, qui est requinquée, etc. Et il suppose également qu'on puisse avoir véritablement des services de renseignement et des services de renseignement qui sont capables d'avoir l'information, la traiter, remettre acquis des droits, accompagner les prises de décisions stratégiques, etc. Même infiltrer les pays voisins. Bien entendu. Les États-Unis, la Russie et d'autres personnes infiltrent d'autres pays. Mais pourquoi nous apparemment, le rôle des services de renseignement, c'est d'espionner et de faire le contre-espionnage. Et tout cela exige naturellement un casting. Tout cela exige véritablement qu'on puisse avoir, comme disait tout à l'heure Freddy, les gens qui ont un background. Vous savez, actuellement, il est difficile de prendre des décisions lorsqu'on n'a pas des gens qui sont familiers par rapport, je sais pas, à l'institution. Et c'est comme ça que lorsqu'on est en situation difficile, il faut savoir faire le choix des hommes et des femmes qui peuvent apporter une plus-value par rapport à ce qui existe. Mais peut-être dans un deuxième temps, lorsqu'il va essayer de faire la séquence secteur par secteur, on va développer. Merci. Mais ce qui est vrai, c'est que soyons calmes, la situation perdure. On a besoin de l'intelligence pour l'instant. Et cette intelligence doit aider avec des solutions pratiques pour que le gouvernement décide. Merci, M. Norbert Mbamba. M. Freddy, parce que vous voulez que les choses changent, vous avez dit quelque chose ici, qu'on fait un casting, on amène les gens qui ne maîtrisent pas en réalité cette question, et ce qui fait que nous avons des déficits, un peu de problème. Mais gouverner, c'est prévoir. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. 110 millions. 110 millions. Et il ne faut pas dire que nous manquons un capital humain capable à relever ces défis, à nous aider à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a un vide? Et si ce vide existe, qui est censé les combler pour trouver des solutions? Parce que là-bas, les gens meurent matin, midi, soir. La question est devenue comme la musique de Lombo. La première question, il faut poser la suivante. Pourquoi cette guerre perdure? Une guerre d'usure. C'est un objectif. Il faut comprendre l'Occident. Il faut lire les philosophes occidentaux. Les Occidentaux, dans leur manière de réfléchir, ils négocient avec des hommes forts, avec des faibles. Ok. Avec les hommes forts. Si vous Donc êtes le Congo faible- n'a pas des hommes forts. Non. Avec des États forts. Quand nous sommes Donc le Congo, ce n'est pas un État fort. Non, nous sommes très faibles. Donc ce qui veut dire Kagame a un leadership affirmé en Afrique. Non, donc c'est pas les déchets. on les préfère par rapport aux Je autres. vais t'expliquer. Alors, ok, voilà. Quand je parle, donc il faut voir les rapports de force. Ça signifie quoi? Regardez, depuis que la guerre a commencé,
n'y avait personne qui faisait la diplomatie pour le Congo. Donc quelqu'un qui pouvait, le porte-parole du Congo à l'extérieur. L'ancien président Kabila sortait rarement, très rarement. Ok. Félix devient président. Il est élu. Il a commencé à sortir. Il a fait beaucoup de voyages. J'ai vu beaucoup de gens ici en train de critiquer. Parce que les gens ne comprennent pas que le premier diplomate du pays, c'est le président. Parce que c'est le seul qui peut porter, comment dirais-je, les revendications du Congo. C'était le seul. Il a fait un travail sur le plan diplomatique. Et ça a donné les résultats. Ça a donné Les résultats. Ça a donné les résultats. Exact. Monsieur Freddy, les gens sont en train de nous suivre en direct. Hein. Kagame est abandonné. Abandonné. C'est fini pour lui. Kagame, c'est fini. Vous devenez un prophète sur le plateau ou vous dites des Si choses réelles? ça traîne ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Ok. Quand je dis infiltrés, il y a des gens qui sont venus avec la FDEL. Je te prends l'exemple de Robert Roy, il a fait plus de 20 ans. Il était toujours ministre. Et il occupait quel poste? Il a occupé le poste de sécurité, c'était le vice-président en matière de sécurité de l'armée. Et puis là, il s'est occupé encore de centralisation. Il avait un objectif très clair. Oui. Il avait un objectif très clair. Pendant 20 ans, ministre. Il a fallu que le président Tshisekedi soit au pouvoir pour que Robert disparaisse. Ça signifie quoi? Pendant tous ces 20 ans, 25 ans ici, on nous a infiltrés à tous les niveaux. Voilà pourquoi la guerre perdure. Donc la plaie est profonde. Le mal est très profond. Le ver est dans les fruits. Voilà pourquoi il ne faut pas faire plaisir aux gens, même pas aux Américains. Quand le président Tshisekedi a haussé le temps, vous avez vu, quand il a dit qu'il va attaquer Kagame, vous avez vu la patronne du service de renseignement américain est venue le rencontrer en Dili pour lui dire il ne faut pas attaquer. Dernièrement, ici, on prend Massissi, qui a appelé Blinken. Ça signifie quoi d'abord? C'est que nous font la guerre, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas l'Ouganda, ce sont les Américains. Ce que moi j'appelle les globalistes mondialistes. Ceux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Donc tous ces gens-là n'ont pas abandonné. Parce que quand un occidental a un objectif à atteindre, il va prendre plusieurs plans. Plan A, plan B, plan C, juste plan Z. Quand ça ne marche pas, il change. Ça ne marche pas, il change. Donc on nous a mis dans ce processus-là de négociation. Donc ils doivent atteindre leur objectif, que les Congos disparaissent. Donc on a négocié à Lusaka avec Moussé Kabila, ils sont partis à Sun City, dialogue, Kunda, Moussé, tout ça c'est fait à dessein. Ils savent là où ils veulent l'avenir. Mais qu'est-ce qui peut les arrêter? Ça, moi je te parle, on négocie avec un homme fort. C'est le rapport de force. D'abord, c'est le plan militaire. Avoir une armée forte, ça signifie qu'il faut nettoyer. On a beaucoup d'infiltrés qui sont là, qui travaillent. C'est pas le cas parce qu'il semble qu'il y a eu autant de gens qui ont fait la défection vers le M23. On a fait, c'est un travail qu'on a fait pendant 25 ans. 25 ans, on a été infiltrés à tous les niveaux. J'ai l'impression que vous cherchez les excuses pour les pouvoirs. Non, il n'y a pas d'excuses. Moi, je suis un chercheur, il n'y a pas d'excuses. Ok. On nous a infiltrés. Et ces infiltrés-là sont dans des plans stratégiques. Voilà pourquoi on tourne en rond. Donc, si nous voulons demain gagner, laisse-moi terminer, gagner cette guerre, on déboulonne. Dès qu'on enlève ces gens-là, ça ne fera pas longtemps. Ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui ne vous permet pas de les enlever? Parce que vous avez tous les outils de l'État. C'est ce que je te réponds. J'ai dit que c'est un travail qu'on a fait pendant 25 ans. On ne saura pas le faire dans 5-6 ans. Donc il faut vous donner 15 ans. Non. Ça peut aller très vite, mais ça dépend de l'environnement international. Parce que, je viens de vous dire ici, ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Ce sont les multinationales, les globalistes qui ont été à la base de la guerre de la FDEL. Donc, comme actuellement là, il y aura changement d'administration en Amérique. Tous les globalistes, mondialistes, les amis de Kagame vont quitter la Maison Blanche et le département d'État. Donc vous attendez la solution de la part des États-Unis. On n'attend pas la solution. Quand eux quittent, c'est alors que vous allez trouver des solutions pour les gens qui meurent à l'Est. Non, écoute d'abord ce que j'ai dit. C'est un peu passéiste, ça. Ce n'est pas passéiste parce que quand le président prend une décision, les amis de Kagame interviennent. Maintenant, ils ne seront plus à la Maison Blanche. C'est là où moi j'ai dit,
C'est là où on verra qu'est-ce que les Congolais vont faire. C'est là où moi je parle de l'intelligence stratégique. Donc nous devons profiter de cette opportunité quand Trump entre à la Maison Blanche, connaît des hommes solides. Quand je dis on va négocier demain, tous ces gens qui ont négocié avec Kagame, avec les Museveni, avec les autres, toute cette équipe-là, il faut la mettre de côté. Il faut de nouvelles équipes. Parce que les Américains, il faut connaître leur mentalité. Et ils sont quatre sur table. Et si vous connaissez Trump, ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous flatter. Merci. Donc il faut qu'il y ait des gens solides, qui maîtrisent les dossiers, qui vont là parler avec les Américains pour dire c'est Kagame qui est à la base. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des infiltrés ici qui vont dire le contraire pour remettre en cause tout le travail fait par les Merci, M. Freddy. Donc c'est ça que le grand problème. Donc, vous attendez la solution entre les mains des autres. Il faut qu'il y ait une nouvelle administration. Il faut qu'il y ait une nouvelle administration. L'administration sera là, oui. Voilà, merci. Alors, M. Manix, vous êtes jeune. J'aime bien votre mouvement. Vous êtes président du mouvement de volontaires de la République. La jeunesse qui veut le changement. Est-ce la manière que vous êtes en train de voir cette question de l'Est traitée par les régimes? Pensez-vous que la question est traitée avec une légèreté? Je voudrais grignoter un tout petit peu les intelligences de mes aînés. Vous savez, j'ai aimé ce que le doyen a dit tout à l'heure. Pour de problèmes complexes, il ne faudrait pas proposer des solutions simples. Et également, j'ai aimé ce que M. Freddy Mulumba a dit. Il dit, pour que la RDC se maintienne dans une position de guerre, il faut que la RDC soit au préalable un État fort. Je voudrais m'appesantir sur cet élément État fort. Qu'est-ce qu'on entend par un État fort? À mon avis, un État fort est un État producteur. Ça veut dire un État économiquement fort. Un État fort est un État programmateur, un État planificateur, c'est-à-dire un État à même de concevoir des projets de développement pour le progrès de la nation. Et même avoir le contrôle de sa population, parce que qui dit planification, qui veut dire recenser votre population ou identifier la population congolaise. Mais aussi un État fort, c'est un État protecteur. Un État qui doit être en mesure de protéger les intérêts du Congo à l'égard des tiers. Si seulement nous sommes forts de ces points de vue, c'est alors que nous pouvons braver l'impérialisme de l'Occident. Si nous sommes forts économiquement, c'est alors que nous pouvons résister face à l'hégémonie de l'Occident. Parce que très généralement, l'Occident utilise le seul moyen de fléchir les États africains, parce que dans bien de cas, les dirigeants africains viennent vers l'Occident comme des quémandeurs de pouvoir. Vous savez, dans ce débat ou dans cette analyse sur la guerre, il faudrait ouvrir plusieurs brèches qui entrent dans la ligne de compte pour effectivement dégager un raisonnement réaliste. Lorsque les présidents africains font le jeu de courbette vers l'Occident, ici chez nous on parle du triangle du pouvoir, la France, la Belgique et les États-Unis. Des présidents marionnettes, si je peux bien vous comprendre. En même temps, nous reconnaissons à cette guerre son caractère asymétrique, parce qu'il y a des multinationales qui interviennent comme partie prenante. Maintenant, comment est-ce que les dirigeants africains, qui déjà sont faibles départ, la faiblesse d'obtenir le pouvoir auprès de l'Occident, est-ce qu'ils seraient en mesure de résister face à l'Occident lorsqu'il s'agirait de prévaloir la question de la souveraineté congolaise par rapport à la situation de la guerre? Je ne pense pas. La passivité... Aujourd'hui, vous avez Ibrahim Traoré et tant d'autres, ils sont... c'est le modèle de la résistance, de la force. Est-ce que pensez-vous que le président qui passe par les élections, ils sont toujours des pantins, des autres, des marionnettes, et ils ne peuvent pas faire face à ces gens?
Non, mais il faudrait que la RDC lève des grandes options par rapport à cela. Regardez, je me demande toujours pourquoi les présidents le plus dictateurs en Afrique semblent avoir une certaine stabilité, et en termes de développement économique, et en termes de sécurité de leur territoire. Effectivement, parce qu'ils ont eu le temps de construire le pays. Ils ont eu le temps de mûrir les rapports diplomatiques avec le grand de puissance. Malheureusement, le système de gestion de nos pays, entre guillemets, démocratiques, nous subissons le système de démocratie ballottable. Parce qu'à chaque changement de régime, les décors ou le paysage politique global également changent. Tshisekedi se bat pendant ces 2 quinquennats pour installer un patrimoine diplomatique à léguer à la génération future, pour installer la paix dans la partie Est. Tshisekedi signe de contrats et des accords avec certains États voisins pour obtenir la paix. Mais rassurez-vous, lorsque Tshisekedi va partir, c'est lui qui va venir. Est-ce qu'il va maintenir le même décor? Il y a la continuité de l'État. Non, mais on dit bien la continuité de l'État. Mais dans la pratique, ça ne se fait pas comme ça. Okay. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi besoin d'un président de la République qui essaye d'asseoir un pouvoir réel dans son pays pour protéger les intérêts de la nation. Ça, c'est de 1. De 2, on parle de la guerre, je l'avais dit à ma première prise des paroles. Est-ce aujourd'hui nous pouvons faire la guerre contre le Rwanda? Si oui, comment nous pouvons faire la guerre contre le Rwanda? Quelles sont les bases, je veux même dire juridiques, qui donneraient à la RDC le pouvoir de faire la guerre contre le Rwanda? D'abord, sur le plan interne, nous avons une constitution qui a constitutionnalisé la guerre. Okay. Il y a une procédure pour l'État congolais de décréter la guerre, nous en savons, par rapport à la constitution de notre pays. Mais au-delà même de la constitution, si vous lisez même la charte des Nations Unies, on parle du principe de la licéité de la légitime défense, les principes de la réciprocité. Ça veut dire un État qui a été agressé par les armes a les pleins droits de répliquer par les armes. Maintenant la question, pourquoi la RDC ne combat pas le Rwanda? Une belle question. Pourquoi la RDC aujourd'hui ne se rend pas compte qu'on a déjà épuisé toutes les stratégies diplomatiques nécessaires? Parce que la guerre, l'option de la guerre est levée après avoir épuisé tous les moyens diplomatiques. C'est le cas de la RDC. Mais le cas de la RDC, nous étions en Angola. Vous avez vu l'attitude de l'agresseur. L'agresseur exprime une attitude de quelqu'un qui n'est pas prêt à pouvoir négocier avec la RDC. L'agresseur exprime une attitude de quelqu'un qui ne veut pas installer la paix dans le territoire congolais. Est-ce continuerons-nous à négocier avec le Rwanda qui n'est pas prêt à arrêter l'hémorragie de l'insécurité dans la partie Est? Donc, moi, je dis non. C'est comme ça que nous, les volontaires de la République, nous lançons un appel des responsabilités à toute la classe politique. Nous demandons, déjà que notre pays, nous avions toujours levé l'option, c'est cela même notre traditionnalisme politique, la politique d'arbre à palabre, se retrouver autour d'une table pour aborder les questions de la nation. Pourquoi pas se retrouver autant autour d'une table, non pas pour partager les pouvoirs, mais plutôt pour lever l'option de combattre le Rwanda. Merci. Alors, monsieur Norbert Yambamba, panafricaniste au cadre de l'UDPS, évoluant, mais si les arriérés, vous pouvez les payer, mais je vais aller plus loin. J'étais avec Ferdinand ici et tant d'autres. Certains membres du pouvoir m'ont dit que le problème de la RDC, la guerre, c'est la constitution que nous avons. Parce qu'il y a les accords qui ont été coulés dans la constitution. Est-ce pensez-vous que notre constitution, parce que M. Manek vient de soulever que la guerre est même constitutionnalisée, est-ce qu'il faut changer notre constitution pour donner le plein pouvoir au chef de l'État afin qu'il décide? Parce que si vous prenez le Rwanda, Kagame peut décider aujourd'hui, il engage la guerre. Hein.
sans passer par la Constitution. Est-ce que ça, c'est un frein? Je reviens sur ce que j'ai dit, que le problème est assez complexe. Il ne peut pas être résolu sous forme de recettes isolationnistes ou unilatéralistes. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais avant que j'arrive à cette institution, je voudrais dire que nous avons tous besoin d'avoir un État fort. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'on a parlé un certain nombre d'attributs d'un État fort. Mais ce que nous avons toujours oublié, c'est de savoir pourquoi les Occidentaux sont en train de nous coloniser jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il existe une subordination économique. Et la subordination économique vient du fait que ils ont les industries. Ils ont l'approche industrielle, ils ont l'industrialisation, et c'est avec les industries qu'ils peuvent tout transformer et donner chaque produit une valeur ajoutée. Ce qui produit des richesses, ce qui produit des emplois. Un État comme celui de notre pays, où sont les industries? Est-ce qu'on peut transformer ici? Nous avons voulu, au fur et à mesure que nous évoluons, avoir des relations avec la Chine, l'Inde, qui sont des pays du tiers-monde, s'il faut les appeler ainsi. Mais la Chine vient emboîter les pas aux Occidentaux. On exploite, on amène le brut, et on va aller produire des richesses chez eux. Donc, si on n'a pas encore résolu cette question d'avoir une chaîne de valeur ajoutée dans notre pays, on n'aura pas de richesse. On va nager sur 16 milliards, 18 milliards pour une population de 110 millions. Or, quand vous prenez la Corée, qui était avec nous au même niveau en 1960, la Corée aujourd'hui c'est 1500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous avons 66, à peine 66 milliards. Pourquoi? Parce qu'ils ont prôné l'industrialisation. Et pour prôner l'industrialisation, il faut changer le système éducatif. Notre système éducatif, c'est un système de récitation. De récitation. Un système de compilation. Nos scientifiques sont des commentateurs scientifiques. Il n'y a pas de scientifiques. Qu'est-ce que les seigneurs valent? Non, je suis en train de te parler. Dans une société, il faut avoir des hommes courageux qui ne tiennent pas compte de tes intérêts. Et donc, je t'ai dit que nous n'avons pas des hommes formés pour avoir des technologies. Nous n'avons pas de technologie. Regardez comment on a focalisé la guerre au niveau des Rutshuru. Vous savez, en Rutshuru, il y a le nobium. Et le nobium sert à la stabilisation des fusées. Le coût d'investissement d'un fusée, c'est 14 milliards de dollars aux États-Unis. Ils en ont besoin. La transition énergétique a besoin de cobalt. Nous avons 65% de... Nous sommes le premier pays producteur de cobalt. Mais ça représente combien? 20% dans notre économie, s'il vous plaît. Non. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'industrie. Moi, j'ai été, il y a 20 ans, au Nord Kivu. J'arrive à Rutshuru, je vois un barrage. Un barrage. Pourquoi un barrage? Les gens étaient en train d'entrevoir la possibilité qu'un jour, comme finalement il n'y ait pas de canalisation et que l'Est puisse devenir véritablement la capitale. C'est cela. Donc, ayons le calme dans ce que nous disons. Il y a quand même certains pays en Afrique qui ont les industries. Et si vous dites qu'on n'a pas les industries ici, peut-être c'est les problèmes de l'homme politique, parce que nous avons des millions. Les gens s'achètent les immeubles ici pour créer les industries. Il suffit de mettre la volonté. Je n'ai pas répondu à la question. J'ai pas répondu à la question, s'il vous plaît. Je voudrais simplement rassurer que devenir un État fort, avec une économie forte, ça imbrique
d'autres secteurs connexes. Il faut qu'il y ait un briquet résidentiel. La question de la constitution. Comme le système éducatif, comme le système politique. Le système politique lui-même est un piège. À quel moment quelqu'un qui se trouve dans un laboratoire institutionnel peut réfléchir et apporter de grandes réformes dans une société? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quel est l'âge culturel de notre peuple pour assumer les réformes? Ça aussi. Parce qu'en réalité, nous voyons la référence, c'est la Belgique, la référence, c'est la France, etc. Or, nous n'en faisons pas la même configuration que la France. Donc la RDC ne peut pas se prendre en charge. Est-ce notre constitution, s'il vous plaît, est-ce notre constitution nous lie? Est-ce qu'il faut la changer pour essayer un peu de déceler ces accords pour que nous puissions quand même gagner cette guerre-là? Parce qu'il semblerait que la constitution c'est la Bible de la nation. Il faut la changer parce qu'il y a des articles qui nous bloquent pour ne pas tout ça besoin de l'idée. Le point de chute d'une diplomatie, c'est la recherche de la paix. Pour qu'il y ait harmonie entre les États. La guerre, c'est un ultime recours. Lorsque les négociations n'arrivent pas, lorsque l'accord n'arrive pas. Je suis de l'UDPS, et l'UDPS a une vocation panafricaine. Cette vocation panafricaine pose la problématique d'une compréhension, d'une attente, d'une passerelle des relations entre les États africains. Parce que la perspective en 2063, c'est très clair, il faut qu'il y ait un État fédéral Afrique. Et vous avez vu, au départ, quand le président est arrivé au pouvoir, il a fait trop de voyages pour rencontrer les Africains, pour rencontrer les puissances d'argent. Pourquoi on rencontre Kagame, le Rwanda? Tout simplement parce que nous partageons avec le Rwanda la frontière. Nous sommes des pays voisins, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Vous arrivez à Goma, vous allez voir que le Rwanda, dans sa partie, est en train d'exploiter le gaz méthane. Et le gaz est exploité par le Rwanda avec le financement des Indiens. 500 millions de dollars. La quantité de gaz qui se trouve chez nous, dans les lacs Kivu, jusque de Goma, jusque Bukavu, c'est 40 fois plus que la quantité du Rwanda. Mais le Rwanda est en train de pomper. Et si nous sommes africains, dans la perspective qu'en 2063, nous soyons capables véritablement d'avoir un État fort. Un État fort viendra lorsqu'on est ensemble. On peut créer un projet fédérateur. On peut créer un projet intégrateur. C'est très important, papa. Nous pouvons faire. Regardez comment l'Ouganda exploite l'or. Tu connais Kibali Turi. Il exploite l'or. Il exploite le pétrole. Mais dans la même nappe phréatique, nous avons du pétrole, nous ne pouvons pas exploiter. Donc, l'article 217, comme c'est Sangadi, c'est une manipulation de la part du régime qui pense qu'on peut céder un pays. Là, on parle de la souveraineté. Vous dites qu'il faut devenir un État fédérateur. Donc, cette constitution ne pose pas vraiment de problème. Non, la constitution, non, il ne faut pas simplifier les choses comme ça. Vous me voyez, moi, là, un systémicien, aller dire, voilà, telle recette. Non. Je combine plusieurs choses à la fois. Le problème de la Constitution, c'est un problème où il faut dégager un certain nombre d'éléments qui bloquent la dynamique de la prise de décision stratégique. Voilà, ces éléments-là sont connus. Au-delà de ça, j'ai dit qu'il y a moyen, nous, de nous organiser autrement. Parce que si les impérialistes sont en train de nous avoir simplement parce que nous sommes divisés. Et chacun opère en solo. C'est comme ça que vous voyez, l'Ouganda ne peut pas s'entendre avec le Congo, le Congo ne peut pas s'entendre avec le Gabon, etc. Le moment doit venir pour qu'à un moment donné, nous soyons en mesure de se dire qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous rassemble. Merci. Pourquoi nous ne pouvons pas faire les choses ensemble? Merci. Et si nous les faisons ensemble, nous mettons des projets. Nous pouvons même convaincre des multinationales. Excusez, lorsque nous avons par exemple la question de l'or, ce sont les Américains qui exploitent à Kibali Turi. Si nous disons, nous avons un projet d'exploitation de l'or et nous transformons l'or ici, mais nous avons besoin des Occidentaux qui sont, n'est-ce pas, des actionnaires au sein de l'entreprise. Nous avons des gens
de la sous-région, actionnaires. Nous sommes propriétaires. Merci. Chacun a sa part. Merci. On s'est réparti les dividendes. Merci, monsieur et on Norbert va construire Bayamba. une paix durable. Merci, monsieur Norbert Bayamba. Vous êtes de l'UDPS, mais vous réfléchissez pas comme les autres. Alors, monsieur Freddy Moulumba. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Je ne réfléchis pas comme les autres. Non. J'ai dit, vous ne réfléchissez pas comme les autres. C'est ce que j'ai dit, vous ne réfléchissez pas. Non, mais moi, je suis en Vous êtes train de de l'UDPS. je suis en train de réfléchir pour Comme sortir mon panafricaniste. pays. Merci. Sortir mon pays du bourbier. Merci. Alors, monsieur. Le temps que j'ai avec mon âge ici, on s'est battu depuis 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on réfléchit pour qu'on puisse sortir du Merci. Je note que vous ne réfléchissez pas par procuration. Alors, monsieur Freddy Moulumba, parce que vous dites que les raisons de la guerre sont lointaines, mais il y a un débat. Il y a ceux qui pensent que la constitution actuelle, c'est l'acte de vente même de la République démocratique du Congo. Sur ce, il faut la changer pour que nous puissions avoir tous les éléments nécessaires pour gagner cette guerre et ne pas permettre que la RDC soit balkanisée. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Non, je pense que nous sommes dans des mutations géopolitiques sans précédent. Cette constitution ne répond plus à ces mutations actuelles. Quand le président vous parle des 117, là, c'est sérieux. L'article 217. Vous parlez des 117, il y a encore l'article 4 de statut ou bien convention de l'Afrique de l'Est, là, comment on appelle ça? EAC. EAC. Fait, East Africa Community. Oui. L'article 4. Ça dit quoi là-bas? On peut céder une partie du pays. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le président, c'est la seule personne la mieux renseignée, pas informée, renseignée. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous dit très clairement que nous devons changer, sinon on va nous prendre nos terres, normalement on ne devrait pas faire des discussions au hasard. Non, ce n'est pas un Dieu le Père ou Dieu le Fils. J'ai dit ceci. On peut le contredire. Je t'informe qu'il a des renseignements, pas des informations. Il peut être mal renseigné aussi. Non, c'est le seul qui est le mieux renseigné. Okay. Quand vous donnez telle information, on fait comment? On cherche des chercheurs, géopolitologues, historiens, géographes, tout le monde, économistes. On se met, on dit, mais qu'est-ce que le président veut dire? Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il est, chaque fois, il fait le tour pour négocier avec les autres. Et vous savez, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande quoi? De céder le Congo. C'est la vérité. Donc vous êtes dans les secrets d'État. Je t'ai dit qu'on demande au président de donner le Kivu. C'est ça le problème. Ok. Vous ne comprenez pas. Il faut que vous disiez ça clairement comme ça. Ok. Il a parlé au Katanga là-bas. Et vous avez compris ça dans son discours. Donc nous devons changer la constitution pour verrouiller d'autres dispositions pour qu'on ne puisse pas céder, prendre nos terres. Ok. Il faut à tout prix céder, donc revoir la constitution. Donc si on ne change pas la constitution, il y aura la balkanisation. Je t'ai dit ceci, nous sommes dans des mutations géopolitiques sans précédent. Le Congo a été une création géopolitique de 1885. C'était une construction. On peut le construire, non? Okay. Nous sommes dans une situation telle qu'il y aura des pays qui vont disparaître. Il y a d'autres pays qui vont émerger, qui seront créés. Parce que généralement, quand il y a des puissances qui déclinent sur le plan international et d'autres qui émergent, on se partage les zones d'influence. Okay. C'est ainsi que beaucoup d'États coloniaux ont été créés. Il faut qu'on fasse très attention quand le président vous parle. Ça, c'est du côté constitution. Maintenant, du côté guerre. Cette guerre, c'est une guerre de libération. C'est une guerre de décolonisation économique. Nos minerais à l'extérieur, donc à l'est du Congo, sont pillés depuis 1885 par l'international occidental. Les Congolais ne gagnent rien. Donc si nous gagnons cette guerre, donc ça signifie quoi? Nous chassons le Rwanda et l'Ouganda de notre territoire. Nous gagnons cette guerre, nous aurons le contrôle de nos richesses et les Américains, tout comme les Européens et les Chinois, seront obligés de venir acheter normalement, que passer par des trucs, par des individus pour piller. Mais n'oubliez pas, les Rwandais nous attaquent, vous dites non, il ne faut pas faire la guerre, vous êtes gentils, il faut les négocier. Je vous prends l'exemple de l'Éthiopie.
Les Occidentaux ont monté une rébellion des Tigrés au nord là-bas. Ces gens-là, les Tigrés, je pense, oui. Ils ont pris les armes avec la complicité, je pense, du Soudan pour attaquer le gouvernement central éthiopien. Ils étaient à quelques mètres. Il fallait voir les médias occidentaux. Bientôt, il va partir. Le Premier ministre est sorti. C'était un militaire. Hein. Il a pris la tête de l'armée. On a mis de l'ordre. Les gens sont rentrés dans les montagnes, donc les rebelles sont rentrés dans les montagnes. Le lendemain, les Occidentaux commencent à négocier avec eux. C'est pour vous dire quoi. On va négocier avec l'Occident quand nous mettrons Kagame, Museveni hors de notre territoire. On va négocier en position de force. Si vous ne comprenez pas ça, nous allons perdre le Kivu, le Nord, le Sud, tout comme le Katanga. Parce que ce qui les intéresse là-bas sont des minéraux. Merci. Ça faut dire vous. Merci. Alors, M. Manix Yinda, on fait signer vraiment à la fin. Vous êtes président du mouvement volontaire de la République parce que vous avez lu cette constitution, vous êtes maître avocat. Est-ce, en écoutant le doyen, avez-vous trouvé des dispositions qui empêchent notre gouvernement d'agir dans sa souveraineté? Donc, il faut changer cette constitution pour avoir les armes nécessaires pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Vous savez, M. Delphin, je commencerai par un postulat. Lorsqu'on se considère comme les hommes des sciences, la seule chose qui détermine la valeur d'un homme scientifique, c'est sa capacité d'établir une rupture épistémologique, de se dépassionner de toute opposition partisane pour faire prévaloir la vérité de la science. C'est très important. Et puis de deux, on parle de la Constitution. Moi, je suis convaincu que le problème du Congo n'est pas un problème normatif. Okay. C'est plutôt un problème anthropologique. C'est l'homme congolais qui pose problème. Okay. On a un problème de leadership, ça se rattache à l'homme congolais. On a un problème de gouvernance, ça se rattache à l'homme congolais. Tout à l'heure, j'ai entendu, on a posé l'exigence des backgrounds, l'exigence de la qualité et de l'expérience requise que doit posséder chaque acteur qui prend le bâton de commandement de la République. À défaut de quoi, on parlera d'un leadership défaillant. De trois, vous savez, M. Delphin, la Constitution n'est pas un lit dressé pour préparer le sommeil des incompétents. Vous dites La Constitution, je me répète, n'est pas un lit dressé pour préparer le sommeil des incompétents. La Constitution n'est pas un costume confectionné à la taille de celui qui veut le porter. La Constitution n'est pas non plus un objet à usage unique pour qu'après l'avoir utilisé, vous voulez cette fois-ci la jeter dans une poubelle de l'histoire. Cette Constitution a aussi des devises. Quelles sont les devises de notre Constitution? Justice, paix et travail. Entre nous, regardons droit dans les yeux. Est-ce qu'il y a de la justice dans ce pays? Est-ce qu'il y a de la paix? Et c'est d'ailleurs même l'objet de notre débat, parce qu'il n'y a pas de paix. Nous réfléchissons sur comment on peut obtenir la paix. Mais est-ce qu'il y a du travail? Ça veut dire le fait de ne même pas réussir à réaliser les éléments qui constituent les devises de cette constitution que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire c'est les hommes qui ont échoué et non la constitution. J'ai aimé un élément que le doyen a utilisé tout à l'heure, le doyen Norbert, lorsqu'il a parlé de la subordination économique. Et j'aime même votre rebondissement lorsque vous lui avez posé la question, est-ce c'est la Constitution qui empêche à la RDC de décoller? Je dis non. Regardez la position de notre pays. Front Fanon l'a d'ailleurs dit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Il a dit ça il y a longtemps. Et regardez la posture de ce pays aussi riche du point de vue de potentialités et ressources naturelles. Du point de vue agricole, nous avons plus ou moins 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. On a des sites greniers pour faire de la sémence améliorée.
Et les experts agricoles nous disent que la RDC est capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire et faire nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Qu'est-ce qui empêche à la RDC de faire l'agriculture et l'élevage? C'est la Constitution? Je ne pense pas. Regardez dans notre tridimensionnalité Inga 1, Inga 2, Inga 3. Nous avons une potentialité de plus de 106 000 mégawatts. Mais à peine, la RDC ne produit qu'à peine 2500 et quelques mégawatts de l'énergie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on importe de l'énergie de la Zambie et du Congo-Brazzaville? Effectivement, parce que nous n'avons pas une forte capacité de produire de l'énergie pour que cette énergie soit considérée comme une plus-value dans le système économique de notre pays. On parle de l'industrie. Qui nous a dit qu'il faudrait faire de la revanche du sol sur le sous-sol? N'est-ce pas le président de la République? Aujourd'hui, le Congo, par manque d'industrie minière, nous ne vivons que de la redevance minière. Mais il y a un Congolais épris d'intelligence et du patriotisme qui nous a pondu une technologie made in Congo avec de preuves à l'appui. Téléphone Okapi. C'est un professeur congolais qui vit aux États-Unis. Est-ce que les hommes politiques congolais ont déjà songé de faire appel à cet homme pour créer une grande industrie de la téléphonie mobile afin d'utiliser nos minéraux utilement pour les bénéfices des Congolais? Il y a une femme, Madame Kirongo, qui nous a encore donné une technologie made in Congo, robot roulage qui n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que le Congo a même une licence d'exploitation internationale de cette technologie? Je dis non. Et donc, le problème du Congo aujourd'hui, c'est la défaillance de nos leaders qui ne sont pas en mesure de faire de Congolais un peuple riche au cœur d'un État aussi riche comme la République démocratique du Congo. Merci, M. Manik. C'était votre mot de la fin. Je demande à notre directeur de programme ZD de me donner 1 minute seulement. Je donne 30 secondes. Comme ça, on va terminer l'émission. Et M. Norbert Mbemba, en 30 secondes, on retient quoi? Ce qui est vrai, c'est que le Congo, c'est un pays, un vaste pays. 2 345 000 km². 5 fois la demande fédérale. 4 fois et demi la France. 80 fois plus que la Belgique. 100 fois plus que le Rwanda. Mais c'est un pays qui a été séquestré à la conférence de Berlin, qui est devenu le butin de tout le monde, qui est convoité de tout le monde. C'est un pays qui a imité les droits gréco-romains, où il fallait faire comme les Occidentaux. Et pourtant, ils ont passé des années et des années à utiliser leur culture. Nous n'avons pas eu cette occasion-là. Et moi, parce que je n'ai pas répondu à la question de la Constitution, je voudrais simplement dire que nous devons nous apaiser. La Constitution que nous avons, c'est une Constitution qui n'est pas adaptée par rapport à nos réalités. Nous devons calmement voir quels sont les avantages comparatifs par rapport à la situation d'aujourd'hui. Si vous avez un pays qui a 100 fois plus que le Rwanda, vous avez 5 ans parce qu'il y a 5 ans en France. Vous voyez. Or, la France a déjà résolu plus de 80% des problèmes. Vous avez tous les problèmes à l'état zéro. Ça, c'est un problème réel au niveau de la durée. Il y a aussi un problème, je dirais, parce qu'on n'a peut-être pas 5 secondes de temps. Nous devons être en mesure de comprendre que chercher à changer le Congo le même jour, ou dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas facile. Merci. C'est pas facile, mais même possible. Merci. Alors, il faut réfléchir sur un timing où quelqu'un même peut poser des jalons. Et ça, on n'a pas réfléchi. Merci. Et les gens ont tendance à dire, mais écoutez, vous voulez encore du temps. Est-ce que vous n'avez... Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Le pays est grand. Merci, M. Norbert Mbemba. Gouverner, c'est prévoir. Quand vous accédez au pouvoir, vous savez déjà ce qui vous attendait. Alors, M. Freddy Moulumba, 30 secondes, on retient quoi? Nous sommes une puissance. On a tous les éléments d'une puissance. Mais ce qui nous manque, je dirais, nous n'avons pas un leadership collectif. Il y a un manque d'un leadership collectif. Ça manque beaucoup. Et les élites congolaises n'ont pas la volonté de puissance. Parce que pour gérer ces pays, il faut qu'on sente que vous êtes fort.
ils n'ont pas les ambitions de grandeur. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est construire une nouvelle élite qui a cette volonté de puissance, ces ambitions de grandeur, pour faire la guerre au Rwanda, à l'Ouganda, les mettre au train de nuire. On ne fait pas ça. Nous perdons le Congo. Merci, monsieur Freddy Mulumba. Je précise bien, vous êtes initiateur de non à la balkanisation du Congo, ancien DGAU de la chaîne nationale RTNC, auteur de plusieurs livres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, le grand esprit de l'Afrique, il était ici, M. Norbert Yamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté, M. Manix, il a une tête bien faite de la jeunesse congolaise. Merci à vous. Vous êtes président d'un mouvement volontaire de la République. Merci à vous et merci à ceux qui nous ont suivis. Je dis un grand merci à M. Georges Kapiamba, parce que vous avez montré l'intérêt. Merci à vous. Je vais lire votre message après. Et un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Charlie qui était derrière la caméra. Et de l'autre côté, Faïda, Germain et Monsieur Jimmy côté régie finale. La réalisation, Monsieur Massounda. Et la production, Monsieur Golf, maître d'école. Un grand merci à vous. Une autre RDC est possible. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires. Au revoir.